Bienvenue à Finances fondamentales en rediffusion. J'ai décidé de publier de nouveau chaque troisième jeudi du mois un épisode qui avait été soit populaire auprès des personnes auditrices ou tout simplement des livres qui, moi, m'ont marqué personnellement. Pourquoi faire ça? Je souhaitais faire découvrir ces épisodes-là aux nouvelles personnes auditrices qui n'ont peut-être pas eu la chance de les écouter parce qu'ils n'ont pas déroulé leur menu jusqu'à la fin des premiers épisodes, ou permettre aux gens qui l'ont déjà écouté voilà un petit bout de réviser les concepts qui étaient véhiculés dans ces livres-là. Si vous avez déjà écouté cet épisode-là et que vous n'êtes pas intéressé de le réécouter, je vous invite tout simplement à écouter l'épisode qui sera publié mardi prochain, comme d'habitude. Soyez prudents, il y a peut-être certaines informations qui sont véhiculées dans cet épisode-là qui sont plus à jour maintenant, donc faites preuve de jugement. Sur ce, bonne écoute! Salut, j'espère que vous allez bien. Content d'être avec vous cette semaine pour le premier épisode dit normal, mais c'est quand même le troisième de notre podcast. On débute avec le premier segment d'aujourd'hui qui est la synthèse d'un livre. Le premier livre que je vous synthétise aujourd'hui, c'est probablement celui que la plupart d'entre vous connaissez et avez peut-être même déjà lu. Je vous fais ce travail-là dans l'ordre que je les ai lus, les livres. Donc, je suis parti avec la base au Québec, selon moi, soit le livre « En as-tu vraiment besoin ?», publié en 2016 et rédigé par le vulgarisateur financier le plus connu au Québec, Pierre-Yves McSween, que vous pouvez entendre notamment 2 fois par jour à la radio. D'abord, il y a 2 principaux objectifs dans le livre. Le premier, c'est d'amener la personne à réfléchir à sa façon de consommer et éventuellement à la remettre en question. Et le deuxième objectif, c'est d'amener le lecteur à épargner régulièrement en lui disant que c'est pas une option et c'est pas quelque chose qui peut se remettre au lendemain. Donc ce livre-là, c'est vraiment les bases pour essayer de commencer à mettre plus d'argent de côté et d'améliorer ses habitudes par rapport à ses dépenses. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce livre-là? Voici mes 5 points clés. Le premier point clé à retenir du livre, c'est que au Québec, les gens manquent d'éducation financière. Donc, on dépense trop facilement pour des choses futiles, on considère pas notre taux d'épargne et l'auteur parle d'analphabétisme financier. Il rappelle que c'est important d'avoir des mécanismes d'autodéfense pour pas devenir des esclaves de la société de consommation. Donc vous allez voir, il en parle un petit peu plus loin, notamment avec son truc « En as-tu vraiment besoin ?» Il mentionne que l'épargne, c'est être responsable envers soi-même et envers ses proches, mais que c'est aussi un facteur de liberté personnelle. Donc il parle beaucoup de liberté réelle, donc faire ce qu'on veut vraiment, ou de liberté de consommation, donc de consommer ce qu'on veut facilement. Et il dit que les gens ont le mérite facile. Donc moi aussi, j'entends souvent des gens, je peux me gâter, je le mérite, j'ai eu une grosse semaine. Mais est-ce que ce que tu te gâtes, c'est vraiment te gâter ou c'est plutôt mettre en danger ta liberté financière? Le deuxième point clé à retenir du livre, c'est que c'est plus facile de diminuer ses dépenses que d'augmenter ses revenus. L'auteur mentionne que c'est primordial de diminuer ses dépenses et sa consommation parce qu'à court terme, c'est plus facile de diminuer ce que vous dépensez que d'augmenter vos revenus. Donc, c'est plus facile de dire, je vais arrêter d'aller au restaurant 1 fois par semaine pour économiser, on va dire, 80$, alors que c'est plus difficile de dire, je vais aller négocier immédiatement une augmentation de salaire avec mon employeur. Par contre, il souligne que plus tard, et c'est notamment dans son deuxième livre, ça va être important de s'intéresser à son revenu parce que le potentiel est plus grand. En effet, on peut pas diminuer nos dépenses à 0$, c'est impossible, faut payer la maison, la nourriture, et ainsi de suite, mais il n'y a pas de limite à jusqu'où on peut augmenter nos revenus. Je termine ce deuxième point clé-là avec une citation de l'auteur qui mentionne « Que ce soit clair, la meilleure augmentation de salaire, c'est une meilleure gestion budgétaire. » Troisième point clé du livre à retenir, et c'est le titre en soi. Donc, en as-tu vraiment besoin? Pour moi et pour l'auteur, c'est la question à se poser. Donc, quand vous allez magasiner, posez-vous la question « En as-tu vraiment besoin? » En fait, en ai-je vraiment besoin? Ça va t'aider à voir si tu veux vraiment ce que tu es en train d'acheter. L'auteur suggère une stratégie qu'il appelle d'autodéfense, soit d'attendre 7 jours pour les gros achats et 7 minutes pour les plus petits achats. Il mentionne que souvent, l'envie de dépenser va passer. Donc, si tu veux acheter un manteau à 400$, pose-toi la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Attends 1 semaine et ensuite regarde si réellement tu en as vraiment besoin pour ton bonheur et surtout pour ta liberté financière. Personnellement, je fais un petit lien avec le livre Atomic Habits que je vais vous résumer dans plusieurs épisodes parce que je l'ai lu récemment, mais l'objectif c'est de se poser la question, qui est-ce que je veux être comme personne?
Est-ce que je vais être là financièrement pour mes enfants? Est-ce que je suis un voyageur? Est-ce que je suis un sportif? Et d'accorder de l'importance dans nos dépenses à ces volets-là, ces aspects-là de notre vie qui nous rendent vraiment heureux. Est-ce que je veux seulement flasher pour les autres avec une belle voiture, du beau linge? Ça se peut que vous représentiez, vous, comme personne, quelqu'un qui essaie d'impressionner les autres, qui va être accepté ou quoi que ce soit. Donc, vous dépensez dans ces domaines-là. Mais posez-vous vraiment la question, qu'est-ce qui me rend heureux? Moi, c'est le sport. Donc, quand je dépense dans un item sportif, j'ai aucun remords. Alors que quand je dépense, exemple, dans un restaurant, vu que c'est pas une passion pour moi, ben, j'y vais toujours un petit peu de reculons. Quatrième point clé à retenir, c'est faire des choix ne veut pas dire être cheap. Ça revient un petit peu à ce que je viens de vous dire. Donc, le livre est très axé sur ne te gâte pas et épargne. Mais la citation suivante résume bien la pensée de l'auteur sur la notion de choix financier. Je vous la lis. Pourtant, faire certains choix ne signifie pas être cheap. Ça veut simplement dire qu'on préfère dépenser autrement. Ainsi, il se peut qu'on paye la tournée de bière à ses amis, mais qu'on se contente d'un vieux manteau. Il se peut qu'on roule en vieille voiture, mais qu'on favorise des vacances plus dispendieuses ou qu'on s'offre régulièrement des soupers au restaurant. Donc, comme je viens de mentionner, ça dépend aussi comment toi tu te perçois comme personne, mais comme je l'ai dit dans le premier épisode, moi, personnellement, mon choix, c'est de laisser le plus gros patrimoine possible à mes filles. Donc, c'est sûr que mes choix financiers vont aller dans ce sens-là. Je vais pas souvent au restaurant. Bon, si j'avais pas de blonde, je porterais probablement encore le même linge qu'au secondaire. J'exagère à peine. Mais en même temps, je suis pas si intense non plus, mais naturellement, j'ai pas un profil consommateur. Je sais que ça peut être un plus grand défi pour d'autres personnes de diminuer leurs dépenses. Moi, j'ai pas de budget, je vous l'ai dit à l'épisode 1. Je suis pas nécessairement mes dépenses. Naturellement, j'en mets assez de côté. Mais vous, c'est quoi votre objectif? Est-ce que c'est de faire un gros voyage chaque année? Est-ce que c'est d'acheter une maison? Est-ce que c'est de profiter d'une retraite agréable? Est-ce que c'est être millionnaire? Donc, faut que vous soyez clair dans qui vous êtes, c'est quoi votre objectif, et ensuite, mettre en place les moyens, faire des choix pour y arriver. Le point 5 est un petit peu différent parce que c'est un livre super intéressant, puis au point 5, j'ai décidé pas de faire un point clé, mais plutôt de vous parler rapidement des autres chapitres les plus intéressants du livre. Donc, il y a un chapitre sur la négociation. Donc, moi, c'est pas ma force. Par exemple, ma maison, j'ai négocié de 1000$. Mais il dit surtout pour les gros achats et pour les augmentations de salaire, c'est super important d'apprendre à être un bon négociateur. L'autre chapitre intéressant, c'est sur les voitures neuves. Donc, l'auteur vous amène à vous questionner sur est-ce que tu as vraiment besoin d'une voiture et si oui, est-ce qu'elle a vraiment besoin d'être neuve? Donc, personnellement, moi, ma voiture, c'est peut-être une dépense que je pourrais dire folle un peu que j'ai faite dans les dernières années. Donc, j'ai acheté une voiture même pas neuve, donc avec 1 an d'usure, mais qui m'a coûté presque 40 000$. Donc, je trouve que c'est beaucoup pour se déplacer, puis je me déplace de la maison au travail. Donc, plus tard, peut-être que moi, je me questionne, est-ce que je vais avoir plutôt une petite voiture avec un vélo? Mais présentement, avec les enfants, c'est trop difficile avec la gymnastique, le ballet, la garderie, etc., etc. Il y a un chapitre également sur mariage. Donc, honnêtement, ce chapitre-là, je l'ai juste mis ici pour gosser ma blonde. Mais l'auteur dit qu'un mariage, ça coûte cher, surtout depuis la pandémie. Donc, il faut se questionner quelle est la plus-value de ce mariage sur mon amour et sur ma liberté financière. Il y a un chapitre sur le régime épargne-études enregistré. Donc moi, ça m'a fait prendre conscience de le remplir. Donc je trouve que c'est un chapitre intéressant. L'auteur a parlé des mots amour économique des enfants. Donc moi, ça a été un déclic de dire, ok, j'aime mes enfants, je les inscris à des sports, je prends soin d'elles, on fait de la lecture. Mais est-ce que je les aime d'une façon économique? Est-ce que je vais leur donner un coup de main dans la vie en les aidant à débuter du bon pied? Moi, ça m'a fait prendre conscience que peut-être que le régime épargne-études de mes filles n'était pas encore assez plein. J'ai essayé d'y remédier depuis. Sinon, il parle d'un chapitre également sur les assurances de personnes. Donc, il parle notamment que l'assurance permanente, c'est pas un bon choix. Moi, j'ai une assurance permanente, donc ça m'a amené à re-questionner certains choix que j'avais faits. Il y a un chapitre sur la gestion des placements. Donc, moi, c'est la première fois quand je lisais ce livre-là que je commençais à envisager seulement que, ok, c'est possible de gérer moi-même mes finances. Donc, le déclic. Donc, j'ai fait un petit peu le déclic de me dire, je travaille 35, 40 heures semaine, des fois plus, pour gagner de l'argent, mais je suis même pas prêt à mettre 1 heure par mois pour bien gérer cet argent-là. Donc, ça m'a vraiment amené à remettre en question ma relation avec l'argent. Et enfin, le dernier chapitre que j'ai trouvé intéressant, c'est le No Gift Act. Donc, le fait de pas vraiment donner de cadeaux à Noël ou à la fête. Donc, être ouvert à acheter des cadeaux usagés,
à offrir des activités, mais surtout à pouvoir offrir des placements également. Donc moi, ça m'a fait réfléchir de dire, bon ben, mes filles reçoivent toujours plein de gogos à leur fête, à Noël, donc j'ai invité certaines personnes à offrir des actions à mes filles, que moi je place, puis je vais leur offrir plus tard à 18 ans. Il y a une seule personne qui a accepté parce que bon, les gens aiment ça, voir les enfants déballer, mais le parrain de ma plus jeune, lui offre à chaque année un montant d'argent qui choisit lui-même des actions ou un fonds négocié en bourse. Comme ça, ben Clara, ma plus jeune, ne reçoit pas une 18e poupée à sa fête, mais quand elle va avoir 18 ans, elle va peut-être avoir un 12 000, 15 000 dollars à investir elle-même ou pour se gâter. Donc, je trouve qu'à moyen terme, c'est beaucoup plus intéressant pour l'enfant. En conclusion, moi, ce livre-là m'a pas tant apporté de plus, mais il fait prendre conscience que je devais en fait m'intéresser davantage à mes finances. Mais du côté des dépenses, j'étais déjà naturellement ce que ma blonde appelle un cheap. Donc, je le prends maintenant comme un compliment après avoir lu ce livre-là quand je vois la croissance de mon portefeuille et l'absence de stress financier malgré l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et tout. Mais bon, elle me dit merci, mais elle me traite de cheap quand même. C'est ça l'amour. Mais je pense par contre qu'il s'agit d'un livre à lire si vous trouvez que vous consommez trop ou vous avez de la difficulté à mettre de l'argent de côté. Le style d'écriture puis la division des chapitres rend la lecture très simple, agréable, facile. Donc, arrivez avec de l'ouverture puis surtout à être en mesure de vous remettre réellement en question. Donc, c'est facile de dire, ben oui, je me gâterai plus, je vivrai plus. OK, mais jusqu'à quel point tu peux vivre ta vie, mais en même temps ne pas sacrifier ton futur. Donc, c'est un petit peu ça que l'auteur aborde. Tous les contextes sont différents. On part pas tous de la même place, on n'a pas tous le même revenu, le même passé, mais je pense qu'on peut toujours être en mesure de diminuer un petit peu nos dépenses. L'épisode tire à sa fin. Je vous remercie d'avoir écouté ce 3e épisode de Finances fondamentales. En résumé, les 5 points à retenir du livre d'aujourd'hui, c'est que 1. Nous manquons d'éducation financière au Québec et on dépense souvent pour des choses futiles, en détruisant ainsi notre épargne et notre liberté financière future. Deuxième élément, c'est plus facile de diminuer ses dépenses à court terme que d'augmenter ses revenus, même si à long terme, il faut se pencher aussi sur l'argent qui rentre, pas juste sur celle qui sort. Troisième point, c'est de se poser la question, en as-tu vraiment besoin avant d'acheter quelque chose? Et la réponse devrait souvent être non. Quatrième élément à retenir, c'est faire des choix ne veut pas dire être cheap. Au contraire, ça veut juste dire mettre notre argent sur ce qui nous rend vraiment heureux, pour vrai. Et le dernier élément du livre à retenir d'aujourd'hui, de En as-tu vraiment besoin de Pierre-Yves McSween, c'était différents chapitres intéressants du livre, notamment celui sur le régime épargne-études et le No Gift Act. C'est un livre intéressant, je vous disais, si vous avez de la difficulté à gérer vos dépenses et à épargner. Sinon, c'est toujours un bon rappel que vous faites la bonne chose. Dans le prochain épisode, je vais faire la synthèse du 2e livre de Pierre-Yves McSween intitulé Liberté 45. Je vais analyser encore 3 compagnies en bourse, soit Corcept Therapeutics, Dorchester Minerals et Evercore. Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner au podcast et à la page Facebook de Finances fondamentales et à me laisser un avis positif. Vous pouvez également toujours partager l'épisode avec des gens de votre entourage qui pourraient être intéressés. Enfin, vous pouvez toujours m'écrire à Finances fondamentales avec des s@gmail.com ou sur la page Facebook de Finances fondamentales pour vos questions ou vos demandes spéciales pour les futurs épisodes. Oubliez toujours pas, je suis pas un expert ou un gourou de la finance, juste un gars qui trippe un peu trop et qui partage ce qu'il apprend par rapport aux finances personnelles et au marché boursier. Prenez pas ce que je dis pour du cash ou comme une recommandation d'achat, faites toujours vos propres recherches. Sur ce, merci encore pour votre écoute et on se dit à la semaine prochaine pour le 4e épisode de Finances fondamentales.